Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat. Alors chaque année, il y a souvent un film qui rafle tout sur son passage, des statuettes, des prix en cascade, des sélections et récompenses en festival, et bien sûr un consensus de la presse et de la critique qui crie presque unanimement au chef-d'œuvre. Cette année, l'heureux élu, c'est Nomadland, une chronique sociale sur une soixantenaire veuve incarnée par l'oscarisée Frances McDormand, un drame contemplatif sur une Amérique des déclassés et de ceux qui ont opté par choix ou par contrainte pour une vie d'errance et de voyage. Après le Lion d'Or à Venise, 2 Golden Globes et 3 Oscars, dont ceux de meilleur film et meilleure réalisatrice, le nouveau film de Chloé Zhao, une américaine d'origine chinoise, qui est la nouvelle cinéaste en vue au sein d'un cinéma d'auteur indépendant, est enfin en salle, en Suisse et en France depuis le 9 juin dernier. Alors, Nomadland est-il le grand film que le grand écran attendait pour la réouverture des salles? C'est ce qu'on va voir avec mes deux fidèles compères Thibaut Ducret, salut. Mais salut Alex. Et Florian Pouplin, salut à toi. Salut Alex. Alors, si vous êtes prêts les amis à partir sur les routes d'Amérique en van et bosser pour Amazon, c'est parti. Dernière nouvelle, il vivait dans un gros pipi. Dans un quoi? Gros pipi. Oh mon Dieu, vivre dans l'urine, c'est affligeant. Après les chansons que mes frères m'ont apprises et surtout le très beau The Rider sur un cow-boy star du rodéo victime d'un accident, Chloé Zhao continue à explorer les mythes fondateurs de l'Amérique et ses grands espaces en adoptant un style docu-fiction où Frances McDormand joue aux côtés de véritables nomades sexagénaires. Difficile à croire donc que la réalisatrice oscarisée va bientôt passer du côté du blockbuster et du film de super-héros avec le prochain film Marvel Les Éternels attendu pour cet automne. Mais là, on parle donc de Nomadland, alors ça vaut quoi après tout ce ramdam de la presse, des festivals et des cérémonies, Florian? C'est très bien. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Moi, je pense que c'est un film qui... après, se poser la question, est-ce qu'il mérite tout ce qu'il a eu? Ça, on peut toujours se poser la question. Mais c'est vrai que c'était un des films de l'année 2020 qui était en tout cas assez marquant. 2021, puisqu'il est sorti chez nous maintenant. Mais tout le foin avait été fait avant, évidemment, parce qu'il a tourné en festival depuis l'été passé. Connaissant Chloé Zhao, ayant vu ses films précédents, moi je trouve que ça reste dans la même lignée, qu'il n'y a pas forcément une grosse montée en puissance avec ce troisième film. Donc j'ai l'impression que le monde découvre Chloé Zhao maintenant, ce qui est bien, je dis pas, mais Toi, voilà. T'avais aimé ces deux premiers films? Oui, beaucoup, énormément. Donc du coup, effectivement, celui-là t'a plu. C'était pas une surprise, je savais, si tu veux, d'avance que j'allais aimer, à part si vraiment elle se ratait, mais là pour moi ça n'a vraiment pas été le cas. Et j'ai même encore plus apprécié ce côté, comme tu disais dans ton introduction, contemplatif et sans structure narrative trop visible, où on se laisse un peu guider dans les paysages, dans ce parcours du personnage de Fern, joué par Frances McDormand. Et moi, c'est vraiment un cinéma qui me parle énormément. Et je trouve qu'en tant que film indépendant, je trouve aussi intéressant, mais ça on le voyait déjà dès son premier film, qu'elle essaye d'aller au-delà et de casser les codes de ce genre qui depuis 10-15 ans est un peu balisé, voilà, et qui finit par être un petit peu chiant, entre guillemets. Enfin, c'est pour ça qu'il y a cette réputation du film Sundance. Je trouve qu'elle essaye d'aller plus loin, de chercher quelque chose d'autre, et je trouve qu'elle continue en fait sa filmographie avec ce film-là. Je le trouve vraiment bien. Après, est-ce que les gens se rueront dans les cinémas pour aller le voir? Moi, je tape plutôt sur Fast and Furious 9. Oui, tu vois. mais pour le grand public, oui. En revanche, pour les cinéphiles, c'est vrai que c'est quand même le film le plus attendu, en tout cas d'un point de vue critique, cérémonie, etc. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis absolument du même avis. Et c'est d'autant plus surprenant que moi, je pense que je peux peut-être être un peu plus réfractaire de base à ce genre de cinéma. Enfin, en tout cas, moi, quand on me dit cinéma social, contemplatif, etc., je peux peut-être être un peu plus méfiant que peut l'être Florian éventuellement. Mais pour le coup, j'ai découvert Chloé Zhao. Moi, je dis Zhao parce que dernièrement, j'ai beaucoup entendu Zhao, donc je pars du principe que à la c'est chinoise, comme ça. ouais. Je ne sais pas. Venez nous corriger dans les commentaires. On verra. Mais voilà, je me suis fait The Rider avant d'aller voir Nomadland. Et là, j'ai été déjà surpris de découvrir un film qui m'a vraiment captivé du début à la fin.
Pour moi, c'était un peu The Wrestler, mais qui évite tous les pièges de ce type de film et les pièges dans lesquels tombe justement, par exemple, Aronofsky, c'est-à-dire le misérabilisme et voilà cette posture, cette posture un petit peu où on en fait des caisses sur la misère, la situation difficile que vivent quand même ces personnes. Là, The Rider, je trouve, arrivait à transcender tout ça, à éviter vraiment beaucoup de pièges de ce genre de film et à montrer aussi la beauté de ce genre de milieu. Et c'est une fois encore ce que fait Chloé Zhao dans Nomadland pour moi, où elle nous fait suivre cette héroïne, son quotidien qui peut effectivement être difficile, qui est un quotidien là aussi où il y a beaucoup de misère, beaucoup de misère sociale, de misère économique, un quotidien très compliqué, mais elle arrive aussi à nous montrer la beauté de tout ça et à nous entraîner vraiment dans le truc. En tout cas, moi j'ai été entraîné là-dedans et justement je trouve que ça a été vraiment une vraie découverte, cette cinéaste, pour moi. Florian, c'est vrai ce que dit Thibaut, ça peut être une des grandes qualités de ce film, c'est le fait qu'il évite le misérabilisme déjà, et donc c'est clairement un film de personnages qui va aussi au fil des rencontres avec, on le dit quand même, de vrais individus, c'est-à-dire que les nomades qu'on voit à l'écran dans ce film-là sont véritablement des sexagénaires nomades qui essaient justement de s'en sortir. Il y a ce postulat de base quand même qui veut s'intéresser à un certain milieu social plus ou moins déclassé. On voit cette veuve justement qui a ce drame déjà de vivre seule maintenant, et puis qui doit aller de petit boulot en petit boulot parce que sa retraite n'est pas suffisante. Et au final, elle arrive à finalement montrer beaucoup de beauté dans cette vie-là et à éviter justement ce misérabilisme qui pourrait se prêter au postulat de base. C'est justement le gros point fort de ce que fait Chloé Zhao depuis son premier film, parce qu'on parle beaucoup t'as parlé de docu-fiction, mais on a aussi beaucoup parlé de films social ou de cinéma vérité avec ce qu'elle fait, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça, et je trouve que ça se voit justement dans ce que tu dis, dans le manque de misérabilisme et dans le côté positif. On veut aller chercher l'espoir quelque part, et je trouve que c'est une grande force de ce film-là. C'est de montrer que même quand on est dans la merde au plus profond, on peut se réinventer. Et je trouve que c'est là ce film, plutôt que de chercher à faire du réalisme, je trouve qu'il essaye de chercher une certaine vérité. Et je trouve ça beaucoup plus important que le réalisme, en tout cas. Et à travers ce personnage, je trouve que le film touche à quelque chose de plus universel, de plus humain, et dans lequel moi je me suis complètement reconnu, et je pense que Thibaut aussi. C'est pour ça que c'est pas une question d'être touché ou pas, hein. C'est une question que les thématiques qui sont abordées d'une personnage qui nous concerne absolument pas, puisque nous on n'est pas déclassés, etc. C'est ça la puissance de la narration et d'un film, c'est de pouvoir avoir une empathie envers une personne et comprendre ce qui lui arrive et pouvoir l'associer à nous-mêmes, à des questionnements qu'on aurait et tout. Et je trouve que ce film, avec un minimum de moyens et un minimum de techniques narratives, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de violon, réussit à toucher juste. Il y a la musique qui vient quand même surligner. Un tout petit peu, ouais, mais c'est rare. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments dramatiques ou tragiques en soi. Ça reste très très simple, hein. Ça parle de choses excessivement simples. Et voilà, c'est dans cet aspect-là que je trouve la plus grande réussite de ce film-là. Est-ce que Thibaut, justement, on pourrait reprocher à Chloé Zhao cette manière en fait de montrer, on va dire, des déclassés quelque part, et finalement de tourner la chose pour vraiment éviter ce misérabilisme, de tourner la chose vraiment de manière très positive, et même d'embellir aussi le quotidien à travers sa mise en scène, à travers sa photographie et son esthétique, qui sont, disons-le, quand même très travaillés, très léchés sur ces grands espaces, sur le soleil rasant, etc. Il y a quand même une volonté d'esthétisation, on va dire, en tout cas du quotidien et du réel de ces gens-là. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher ça ? Non, parce que justement, pour moi, ce qui fait vraiment la qualité du film, c'est cet équilibre, justement, parce que d'un côté, elle ne met rien de côté, pour moi, elle nous montre à quel point c'est une situation et un quotidien et un choix de vie qui peut être très, très hard, quoi. On voit Frances McDormand littéralement chier dans son van, pisser dans les champs, on montre les problèmes qu'elle peut avoir, les dangers aussi, parce qu'à un moment, elle a un pneu crevé au milieu de nulle
nulle part, et puis une de ses copines nomades qu'elle retrouve après lui dit « mais t'es complètement folle, t'étais toute seule, t'aurais pu crever ». Et effectivement, on imagine ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Donc non, on aborde le fait que c'est un quotidien très particulier, très dangereux, très risqué, très difficile, et en même temps, on montre aussi la beauté qu'il y a derrière, la beauté, comme dans The Rider, on est dans des paysages désertiques. The Rider, c'était le Dakota du Sud, là on est dans le Nevada, sauf erreur. Et on montre la beauté de ces paysages qui s'étendent à perte de vue, mais qui sont d'un côté désertiques, et voilà, où il y a ces gens qui sont littéralement perdus au milieu de nulle part, et aussi la beauté des relations qui peuvent se nouer. Le film est un peu construit sur une succession de rencontres, où voilà, elle passe du temps avec une première nomade, ensuite une deuxième, ensuite il y a une histoire potentielle qui se noue avec un des nomades, où il pourrait y avoir un enjeu amoureux, et on montre voilà, la beauté qui peut se créer entre ces humains. Il y a un plan qui me reste en mémoire, c'est ce fameux plan séquence qui était d'ailleurs, je crois, un des premiers teasers. Oui, très très beau celui-là. Ouais. Où Frances McDormand se balade justement dans le camp, entre guillemets, de caravane, et elle croise un petit peu les différents postes, et elle discute, ah salut machin, et ça révèle aussi, ça raconte aussi tout le propos du film, parce que finalement, on la suit dans un seul mouvement, traverser tout ce plan et croiser différentes personnes, mais jamais s'arrêter. Et voilà, pour moi, vraiment, d'un côté, pour moi, elle minimise rien, elle euphémise pas la situation, mais l'intelligence montrer la beauté. Le traitement d'Amazon, pour ça, est assez révélateur pour moi aussi, parce que on va pas te dire voyez, Amazon, c'est pourri, qui exploite leurs employés, etc. On la voit passer chez Amazon. Ça a franchement pas l'air fun, mais on n'est pas en train de venir te paraphraser le truc, à te dire regardez cette société capitaliste qui exploite les êtres humains, et vraiment c'est terrible. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour le savoir aussi. C'est ça. Non, puis c'est vrai qu'au point de vue de sa mise en scène, la réalisatrice, c'est ce qu'elle sait faire. C'est un des aspects qu'on reconnaît le plus, pardon. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans Les Éternels, parce que le producteur de Marvel, je sais plus son nom, Kevin Feige, disait dis donc, elle tourne en milieu naturel. Et c'est très révélateur qu'il ait dit ça, je trouve, parce que et on le voit encore plus dans ce film, mais c'est qu'elle sait tirer parti de là où elle va filmer. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'elle doit faire de repérage, mais je pense qu'elle en fait beaucoup, parce que justement pour qu'elle n'ait pas besoin d'accentuer certaines choses, tout est dans le visuel et tout est dans l'image, dans ce qu'on voit, et pas forcément dans la manière dont elle le montre. Et ça, je trouve que c'est un aspect de style qui est très fort dans son style. Et c'est ce que Thibaut disait, je trouve ça, et c'est à ça qu'on va la reconnaître de plus en plus, je pense. Elle a que fait 3 films, elle a déjà une patte très marquée. Ce qu'on lui donne aussi volontiers, les qualités qu'on lui trouve, en tout cas, si on lit la presse, etc., c'est aussi sa capacité, alors que c'est une réalisatrice d'origine chinoise, qui a vécu jusqu'à ses 17 ans, il me semble, en Chine, puis ensuite qui s'est installée aux États-Unis, mais qui capterait en fait une essence à la fois de l'âme de son pays, de l'histoire de son pays, des paysages justement comme tu le soulignes, et aussi finalement du cinéma américain, avec ses grands espaces, avec déjà la manière de revisiter les mythes du western dans The Rider. Il y a un peu de tout ça. Là aussi dans Nomadland, ça se retrouve. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord, toi, Florian ? Mais oui, je trouve qu'elle y arrive d'autant plus parce que, comme tu le dis, elle est peut-être partie sur un regard extérieur, et qu'elle a dû digérer tout le cinéma américain, parce que c'est quelque chose de très empirique. Je veux dire, on a tous bouffé du cinéma américain, on a tous... Et c'est marrant, ça veut vraiment dire que c'est quelqu'un qui a très vite compris ce qui l'entourait, et qui a un talent fou, évidemment, mais qui, je pense, a bouffé du Terrence Malick et du Michael Cimino. Parce que là, c'est vers ça qu'elle va. Mm-hmm. En tout cas, elle commence à prendre leur place. C'est les deux noms qu'on cite souvent, d'ailleurs. Ouais. Bah oui, parce que c'est les deux seuls qui... À La Porte du Paradis, par exemple. Toute cette histoire du rapport au territoire... Et dans la contemplation, on peut penser à Malick. On n'en est pas au point de Terrence Malick, mais elle y va gentiment, quoi, en tout cas. C'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que ça s'inscrit quelque part dans une démarche aussi naturaliste comme ça et contemplative qui fait exactement penser à ça. Mais c'est pas parce que c'est contemplatif que c'est chiant. Non, attention, parce que c'est un mot qui peut être péjoré souvent, mais là, je trouve que c'est pas le cas. Il se passe des choses. Enfin, je veux dire, je pense que tu vas parler de l'actrice principale, mais beaucoup de choses passent par elle, en fait. Et que c'est aussi là la grande force du film, c'est que le choix de casting est excessivement juste, que le visage de McDormand est absolument incroyable et qu'elle le filme excessivement bien. Elle est toute burinée, elle a pas de maquillage. Enfin,
En même temps, il n'y a pas de raison qu'elle ait du maquillage. Je me demande même si elle en avait trop sur le tournage ou quoi. Mais il y a quelque chose dans son visage qui fait que, voilà, c'est une très bonne actrice, ça on le sait. Mais de la manière dont elle le filme, donc son visage, il y a quelque chose de très révélateur. C'est comme si parce qu'elle est très renfermée, c'est un personnage excessivement renfermé, et on arrive à deviner ce qui se passe. Donc on sent qu'il y a eu aussi une relation entre Chloé Zhao et Frances McDormand, et que vraiment, voilà, c'est un super bon duo. En même temps, McDormand avait été révélé par les frères Cohen, qui avaient eux aussi déconstruit beaucoup de mythes américains. C'est une actrice comme ça, en fait. Je pense pas qu'elle allait la chercher pour rien. Il y avait une intention derrière ça. Et je trouve que ça fait aussi une des grandes forces du film, qui aurait pu complètement être ratée si elle avait pris une autre actrice un peu plus glamour, un peu plus hollywoodienne, entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai, Thibaut, que effectivement, ça évite aussi le piège de regardez comme mon actrice a l'air fatiguée, comme elle pleure, comme elle est décoiffée. Finalement, il y a quand même une forme d'authenticité qui se dégage de Frances McDormand. Oui, c'est pas du tout un film de performance. D'ailleurs, c'est pas du tout un aspect qui a été spécialement mis en avant dans la promo. Malgré l'Oscar, le Golden Globe. Non, pas le Golden, l'Oscar de la meilleure actrice, pardon. Oui, mais pour prendre un exemple récent, c'est pas, on n'en a pas fait des caisses comme avec Joaquin Phoenix sur Joker, quoi. C'est pas, attention, la transformation de Frances McDormand. Là, effectivement, c'est particulièrement judicieux comme choix parce que c'est une actrice qui visuellement, dans son physique, incarne quand même quelque chose d'assez spécifique qui se prête à ce genre de choses. Ouais. Bon, je vous ai laissé dire beaucoup de belles choses sur ce film, les amis, pour la simple et bonne raison que moi, effectivement, c'est pas tellement un cinéma auquel je suis sensible, donc je voulais pas venir directement dynamiter un petit peu le débat, on va dire, avec mon avis, mes réserves, ma sensibilité à moi. J'aimerais quand même en parler, mais disons que je préférais vous laisser déjà argumenter sur la qualité du film, qui est vantée à gauche et à droite, et que vous avez très bien fait aussi ici pour qu'on comprenne toutes les qualités de ce film. Moi, effectivement, c'est un cinéma auquel je suis pas très sensible, et notamment le cinéma de Chloé Zhao. J'ai découvert The Rider juste avant de voir Nomadland, et puis bon, même si j'ai préféré quand même The Rider, parce qu'il faut dire qu'il y a une narration un tout petit peu plus classique. C'est mieux expliqué, quoi. Mais oui, non, mais effectivement, non, mais c'est pas ça. C'est que dans The Rider, c'est vrai qu'il y a, un fil narratif qui est un petit peu plus clair sur, il y a un événement qui arrive précis c'est une histoire de reconstruction, The Rider. Exactement. Nomadland, c'est plus une histoire d'errance, donc il y a peut-être que le but est un peu moins évident, effectivement. Exactement. Donc, ce qui a fait que j'ai préféré The Rider à Nomadland, malgré tout, déjà The Rider me laissait totalement froid et insensible, et j'avais du mal à comprendre pourquoi, à part justement me référer au fait que c'est pas mon type de cinéma. Et je vous avoue que j'essaye un petit peu d'aller plus loin, justement, pour comprendre moi ce qui me rebute un peu dans cette approche-là, et je pense que c'est propre à la démarche, en fait, et au regard de Chloé Zhao, qui justement m'empêche, en fait, d'adhérer au film, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Et c'est notamment moi ce mélange de docu-fiction. Alors vous n'êtes pas étonnés que j'aborde ça, parce qu'on en a parlé hors micro avant, il faut quand même le dire pour les auditeurs. On avait bu aussi, donc je sais pas si c'était super donc on va essayer de faire le débat un petit peu moins agressif, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce problème de docu-fiction, c'est que pour moi, en fait, il y a quelque chose qui sonne faux, dans le sens où je vois cette volonté de se dire on va s'immerger dans un certain milieu de l'Amérique, un certain milieu social, avec justement des personnages réels, et on va pas écrire un scénario de A à Z. On évite en fait la surécriture, et puis on laisse volontiers, justement, à la manière du documentaire, laisser un petit peu agir les discussions, les événements, le fait que à un moment donné, il y a une dame qui va présenter à tous les nomades, ça c'est un seau pour faire caca. Enfin, j'imagine que c'est le genre de scènes qui ne sont pas spécialement répétées à l'avance, ou qui ne sont pas travaillées avec des acteurs, et ça se sent. Et de l'autre côté, il y a quand même cette volonté d'inscrire une actrice donc hollywoodienne d'une classe bien supérieure, forcément,
à vouloir justement quelque part se rabaisser un petit peu au niveau de ces gens-là et de s'insérer dans leur milieu à eux. Et donc d'un côté de se dire bah voilà, on fait du documentaire parce qu'on garde ces personnages réels et on a une errance narrative, et de l'autre on va insérer cette actrice-là, on va la filmer au plus près, on va la filmer en train de faire caca, en train de faire pipi, etc. Oh, regardez comme elle s'abaisse au niveau de ces gens-là. Et d'un autre côté aussi, on esthétise le tout et on veut faire du cinéma ample avec de la mise en scène, de l'esthétique, de la belle photo, etc. Et donc là-dedans, c'est pas qu'il y a des artifices, mais c'est en tout cas que pour moi, ça sonne totalement faux et je n'arrive jamais à adhérer à ça. Du coup, je voulais vous entendre... là-dessus. Florian. Alors, tu souffles avant. Non, pas du tout. C'était que je regardais Thibaut pour savoir qui c'est qui allait commencer. Oui, parce qu'on est très poli dans ce podcast. C'est vrai qu'on se retient, voilà. Non, mais il faut aussi rappeler que Nomadland est basé sur un livre qui raconte, qui a été écrit qui est une sorte de journal un peu d'une personne qui s'est retrouvée dans la même situation en fait. L'histoire de Nomadland est entre guillemets basée sur une histoire réelle, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je ne pense pas que le fait de vouloir faire un truc de errance narrative ou de laisser improviser certains acteurs, certaines actrices soit un souhait 100% pour le film. Je pense que dans le livre et que dans la vie que cette personne a eue, qui a écrit le livre, je ne me rappelle plus son nom maintenant, Jane quelque chose, bref, ça faisait partie de l'essence même du projet. Donc ça, pour moi, ça ne rentre pas dans le « est-ce qu'on va faire comme ci, comme ça pour faire docu-fiction ?» Enfin, voilà. Ensuite, moi, j'ignorais avant le film que les gens qu'on voyait à ce fameux rassemblement là, de gens du voyage, de nomades, étaient des vrais gens, enfin des vrais gens, voilà, vrais nomades. Voilà. Donc moi j'ai vraiment vu aucune différence. Enfin, je me suis pas posé la question est-ce que c'est des acteurs, est-ce que c'est des vrais gens, voilà. Toi, tu m'avais dit hors antenne que tu l'avais su avant de voir le film, donc évidemment ça a dû ça biaise le regard peut-être quelque part. Mmh. Mais moi, en tout cas, j'ai vu aucune différence entre eux et Frances McDormand au niveau du traitement, au niveau de la mise en scène, au niveau du jeu, tout bêtement. Et pour moi, le côté docu-fiction, je ne le vois pas du tout. Pour moi, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on raconte, mine de rien, une histoire et que l'histoire, pour moi, est quand même assez claire. Il n'y a pas tant d'errance que ça. Enfin, la contemplation et l'errance rentrent dans le concept du film, en fait. Et je me sens rarement perdu dans ce film-là. Ou en tout cas, perdu en même temps que le personnage principal. Et au point de vue de la mise en scène, je ne vois aucun rapport avec le documentaire. Après, c'est mon avis, mais... Et quant au fait de ce que tu disais sur le redescendre, non, je trouve pas non plus. Vraiment, je la trouve excessivement humble. Chloé Zhao et Frances McDormand aussi. J'ai vraiment pas vu ce côté-là. Je trouve que tout est simple et humble et veut juste montrer ça, peut-être d'une manière assez vraie, mais cinématographique. Et encore une fois, moi, je crois que le réalisme n'a pas tant sa place ici. Le naturalisme, je pense, oui. Mais que, comme je l'ai dit plus tôt, il cherche à toucher quelque chose de plus philosophique, en tout cas. Et je finirai sur... parce que Thibaut lève le doigt, parce qu'il est poli. Madame. Mais ça, on en a parlé déjà un peu, mais plaît. j'avais pas pu intervenir. C'est sur l'esthétisation, la belle photo et tout. Mais rappelons-nous que les gens qui sont nomades vivent dans la nature 24 heures sur 24 et que la nature aux États-Unis, comme partout ailleurs, mais aux États-Unis dans certains endroits, est magnifique. Et je pense que la vraie nature est encore plus esthétisante et encore plus belle que ce qu'on voit dans le film. Donc pour moi, Zhao n'a même pas eu besoin de pousser ce côté-là, tu vois, pour faire un truc hollywoodien ou trop beau pour les gens qui, voilà, pour un peu répondre à ce que tu disais. Thibaut ? Oui, non, bah, complètement. Déjà sur cette idée, effectivement, d'aller chercher des vrais nomades et de placer Frances McDormand là au milieu. Enfin, moi, dans l'idée, est-ce que ça aurait été mieux si ça avait été que des acteurs qui ne vivent pas vraiment ce quotidien-là 100% du temps? Je pense pas. Moi, au contraire, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de justement, mettre ces gens-là, les vrais, en avant pour parler de ce milieu-là. Et le fait de placer une actrice hollywoodienne là au milieu, pour moi, c'est quand même en quelque sorte un peu assumé parce qu'au départ, on la suit finalement au début de sa vie de nomade. Elle va justement découvrir un petit peu ce quotidien-là, comme finalement l'actrice elle-même s'est plongée là-dedans et a découvert. Donc, c'est pas non plus... donc le spectateur s'y retrouve. Voilà, pour moi, on l'assume quand même à ce niveau-là. Et pour ce qui est de la question de l'errance narrative, je suis d'accord avec Florian. Enfin, pour moi, il y en a pas tant que ça parce qu'il y a un vrai parcours de l'héroïne, il y a un vrai propos qui est raconté. Alors ça, c'est vrai.
vrai. Et on questionne vraiment quelque chose par rapport à ce personnage, qui est son rapport justement à la sédentarité, enfin à sa maison. On à la commence mort le film, aussi. elle a perdu son mari, on lui a littéralement enlevé sa ville, parce qu'elle habitait dans une ville ouvrière qui a été désaffectée. Il n'a même plus de code postal, et donc elle a littéralement plus de maison, et donc c'est pour ça qu'elle va partir dans son van. Et on va questionner tout au long de son parcours justement sa possibilité, son but, le but de ce voyage. Et on va lui offrir à un moment la possibilité de s'installer avec le personnage de Dave, qui est là aussi incarné par un vrai acteur, David Strazern, je crois qu'il s'appelle. Et on commence à dessiner la possibilité d'une romance entre les deux, et à un moment lui va s'installer dans la maison de son fils, et il y a l'opportunité pour l'héroïne de s'installer pour de bon aussi avec ce personnage-là. Et il y a cette scène que je trouve absolument géniale où un soir elle descend les escaliers et elle voit ce Dave jouer au piano avec son fils. Et on a un plan où on les voit jouer au piano, et on a le contre-champ où elle les regarde à travers les barreaux des escaliers, et donc elle est littéralement à travers des barreaux dans ce quotidien justement de sédentaire. Et donc là on dit non, cette vie n'est vraiment pas faite pour elle. Donc vraiment on raconte quelque chose par rapport à ça, et il y a vraiment toute une construction, tout un parcours de l'héroïne qui fait que pour moi c'est vraiment pas l'idée oui on a juste filmé Frances McDormand qui se balade dans le désert et qui cause à des gens et puis on raconte rien quoi. Non effectivement, alors je suis d'accord sur le fait que ça raconte quelque chose, mais c'est vrai que dans l'approche justement de la narration, dans la démarche avec ces personnages, en fait je pense que j'aurais aimé voir un documentaire en fait. C'est con à dire, mais je pense que c'est vraiment ce truc-là qui m'empêche en fait vraiment d'adhérer à sa démarche et à son concept, et qui fait que en fait je regarde la chose et je me dis mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir juste un documentaire où vraiment en fait on va pas chercher une actrice hollywoodienne qui a déjà remporté l'Oscar et tout ça, et finalement on filme en fait les vrais gens et on regarde ce qui se passe et on regarde leur vie, sans avoir cette démarche d'acting aussi derrière quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense c'était très intéressant de vous entendre là-dessus. On a été sacrément polis quand même, je tiens à dire. Mais c'est vrai parce que parce que en fait on n'est pas d'accord, mais au final sur le principe de base. Donc c'est vrai que il y a pas de c'est un bon film, c'est un mauvais film, c'est vraiment juste le fait que moi ça me parle pas, contrairement à vous. Donc moi je voulais juste dire qu'on a beaucoup parlé de pipi caca là. Oui, parce que on la va faire pipi, vomi. On la va faire caca, machin. Je tenais à préciser que moi je trouve que c'est très bien intégré dans la mise en scène, que c'est des moments qui durent genre 1 seconde et demie. Enfin, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. C'est pas le caca de Dumb and Dumber, effectivement. C'est pas tout le film, quoi. Voilà. Non, c'est vrai. Tu prends des exemples un peu comme ça, mais. Oui, non, je prenais ces exemples. Non, pas du tout. Je prenais ces exemples pour justement montrer que effectivement, on montre aussi que cette actrice-là, elle est en difficulté. Elle sait faire caca et pipi comme tout le monde. Exactement. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, tu as raison de souligner le fait que c'est pas vulgaire, c'est pas tape à l'œil, et voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur Nomadland, ce film? Donc je crois qu'on a déjà dit pas mal. On encourage les gens, enfin vous encouragez les gens. Moi j'ai envie de dire aussi, parce que c'est vrai que je fais partie quand même des rares qui ne sont pas sensibles visiblement à ce film-là, tant la critique est vraiment dithyrambique et vraiment unanime autour de nous. Donc en tout cas, Florian, Thibaut, vous avez adoré ce Nomadland, vous conseillez aux gens d'y aller. Merci d'avoir participé à ce débat, les amis. Plaisir. Mais merci à toi. Et puis à la prochaine. Yeah. À bientôt. Et voilà, donc vous, merci de nous avoir suivis. Et puis vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, bien entendu, et sur tous les réseaux sociaux. Dites-nous si vous avez aimé ce Nomadland ou non. On se réjouit de vous lire. Merci, c'était le Saloon. À bientôt. Bisous.